Certains animaux définissent les aires dans lesquelles ils vivent ou ont vécu. Aujourd'hui, le règne animal est défini par les grands félins d'Afrique et d'Asie ou par les énormes mammifères des savanes africaines. Revenez à l'époque des dinosaures, et des créatures que je tentais comme Tyrannosaurus ou Triceratops sont entrées dans l'histoire pour représenter l'ensemble de ces reptiles disparus. Avant cela, c'étaient peut-être les premiers synapsides comme le dimétrodon à voile dorsale, ou même les invertébrés étranges du Cambrien qui définissent l'ère paléozoïque. Pour l'ère cénozoïque, la période qui a suivi la disparition des dinosaures, il ne peut cependant y avoir qu'un seul prétendant, Mammutus, autrement dit le mammouth laineux. On peut retrouver ces éléphants disparus dans les musées, les livres et même les films du monde entier, partout où il est question de l'ère cénozoïque. Nos premiers ancêtres et parents dépendaient d'eux pour survivre, et leur existence même a joué un rôle majeur dans la vie et la culture de certains de ces groupes de premiers humains. Le plus grand biome continu que le monde ait jamais connu porte d'ailleurs le nom de ces mammifères gigantesques, la steppe à mammouth. Et même le mot mammouth à lui seul est devenu l'un des mots les plus évocateurs de la langue anglaise pour décrire quelque chose de grand. Mais qu'en est-il des détails plus précis concernant ces mammifères emblématiques ? Comment une créature aussi spécialisée et unique a-t-elle vu le jour en premier lieu ? Et comment a-t-elle fini par disparaître ? À quel point les mammouths laineux étaient un modèle important pour les premiers groupes d'Homo sapiens vivant sur la steppe à mammouth ? Et comment interagissaient-ils avec eux ? Comment les mammouths eux-mêmes vivaient-ils en réalité ? Et où pouvait-on les trouver ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous répondrons à toutes ces questions, et bien plus encore en explorant la vie, l'évolution et la disparition du mammifère éteint le plus célèbre ayant jamais foulé la terre, le mammouth laineux. Le mot mammouth est un terme assez large. Le nom fait référence ou peut être utilisé pour désigner tout animal appartenant au genre Mammutus, un groupe de proboscidiens éteints de la famille des éléphantidés, étroitement apparentés aux éléphants actuels. La vidéo d'aujourd'hui se concentrera principalement sur l'une des espèces de mammouth, Mammutus primigenus, l'espèce qui était la plus répandue sur la steppe à mammouth à la fin du Pléistocène, lorsque nos premiers ancêtres Homo sapiens commençaient à coloniser le monde. C'est en fait uniquement Mammutus primigenus qui est devenu connu sous le nom de mammouth laineux, en raison de sa longue toison de fourrure épaisse, capable de le protéger des conditions difficiles des plaines ouvertes et de la toundra le long de la steppe à mammouth. Le mammouth laineux, en raison de sa proximité avec les humains anciens et de ses restes parfaitement conservés, est l'un des animaux préhistoriques les plus étudiés et par conséquent l'un des plus fidèlement reconstitués. Des carcasses gelées sont souvent découvertes sous le pergélisol glacé de Sibérie et nous connaissons beaucoup de choses sur ces animaux grâce à leur squelette. En fait, le squelette complet du mammouth laineux est connu de la science. Les mammouths laineux, de leur vivant, étaient d'une taille similaire à celle des éléphants africains actuels. Cela représente environ 2,5 à 3,5 mètres de hauteur au garrot pour les mâles et 2,6 à 2,9 mètres pour les femelles. Les mâles étaient parfois 2 fois plus lourds que les femelles, les mâles pouvant atteindre un maximum de 8 tonnes et les femelles 4 tonnes foteres. Même à la naissance, ces animaux étaient grands, les bébés mammouths nouveau-nés pesant environ 90 kg dès que leurs pieds a touché le sol glacé. Bien que les éléphants modernes ne se trouvent aujourd'hui que dans des régions chaudes comme les plaines et forêts d'Afrique subsaharienne et les jungles d'Asie du Sud, les mammouths étaient tout le contraire en termes d'habitat et ils étaient parfaitement adaptés à ces conditions. Le nom du mammouth laineux vient de son épaisse couverture de poils, divisée en 2 couches distinctes.
Une épaisse couche extérieure de poils rêches composée de longs poils de jarre protégeait un sous-poil doux et chaud, fait de poils plus courts à l'intérieur, permettant aux mammouths de protéger en toute sécurité leur corps massif contre les vents hurlants et les températures glaciales de l'extrême nord. Cependant, il est courant de croire à tort que tous les mammouths laineux étaient de couleur brun foncé. Des études sur les gènes présents dans les poils de mammouths conservés ont permis aux scientifiques de comprendre que les mammouths existaient dans une variété de couleurs. Ces énormes mammifères pouvaient être trouvés dans une gamme de bruns à la fois clairs et foncés, mais certains étaient presque noirs. D'autres étaient en beaucoup plus clairs, allant du roux pâle jusqu'au blond. Les oreilles du marran du mammouth étaient remarquablement petites, une adaptation importante pour conserver autant de chaleur corporelle que possible. Une queue courte servait le même objectif, ces deux caractéristiques permettant aux mammouths laineux de se protéger contre les assauts des engelures. Bien que leur peau fût aussi épaisse que celle des éléphants africains actuels, ils possédaient une couche de graisse de 10 cm d'épaisseur sous la peau, ce qui les aidait encore davantage à rester isolés et au chaud sur la toundra glaciale. Les défenses emblématiques du mammouth laineux étaient en réalité des dents incisives modifiées, et les défenses que l'on trouvait chez les mammouths étaient plus courbées et allongées que celles de leurs parents vivants. Les plus longues défenses retrouvées chez un mammouth laineux provenaient d'un mâle, atteignant une longueur impressionnante de 4,2 mètres, soit plus long que la hauteur de l'animal. Les défenses des femelles étaient en moyenne plus petites et plus fines, mesurant environ 1,5 mètre de long. Derrière ces défenses se trouvait une gamme complexe de dents, comprenant 6 séries de molaires qui étaient remplacées au cours de la vie de l'animal. Ces molaires devenaient plus grandes à chaque remplacement, la première série n'étant pas plus grande que nos propres molaires. Les mammouths pouvaient utiliser leurs propres défenses comme moyen de défense, et elles étaient des outils extrêmement efficaces lorsqu'on partage son monde avec des animaux aussi dangereux que les loups, les hyènes des cavernes, les lions des cavernes et les humains. Lorsqu'il le fallait, un mammouth pouvait probablement balayer un carnivore attaquant avec ses défenses, pouvant même le soulever complètement du sol dans le processus. Les défenses de mammouth étaient également probablement utilisées pour l'affichage et le combat entre rivaux de la même espèce, se battant pour le territoire ou le droit de s'accoupler avec une femelle. Lors de ces affrontements, les mammouths utilisèrent leur défense pour se frapper sur le flanc ou au visage, mais en raison de leur courbure, elles n'étaient pas adaptées comme armes de pointe. La famille des éléphantidés est apparue pour la première fois dans les archives fossiles il y a environ 6 millions d'années. Mais les premiers proboscidiens, des animaux du même ordre que les éléphants, sont apparus il y a environ 55 millions d'années, ce qui est stupéfiant. Les premiers véritables éléphants de la famille des éléphantidés ont d'abord évolué en Afrique, une lignée qui donnerait naissance aussi bien aux éléphants modernes d'Afrique et d'Asie qu'aux mammouths des régions nordiques. Au cours de ces 6 millions d'années, on estime qu'il y a eu environ 10 espèces distinctes de mammouths dans le genre Mammuthus. De nombreux restes de chaque espèce sont connus dans différentes localités à travers le monde, ce qui rend difficile de déterminer exactement quand et où chaque espèce était présente. Et par conséquent, les débats sur la validité de toutes ces espèces de mammouths sont toujours en cours. Mammuthus subplanofront de l'époque du Pliocène est considéré comme le premier véritable mammouth à avoir évolué, une espèce légèrement plus petite connue d'Afrique du Sud et de l'Est. On pense que cet animal était un ancêtre commun des espèces de mammouths ultérieures. Le premier mammouth à traverser les continents pour arriver en Europe et en Asie fut Mammuturumanus, dont une population est finalement devenue Mammuthus meridionalis, également connu sous le nom de mammouth méridional. Le mammouth méridional a finalement été remplacé par Mammuthus trogonteri, le mammouth des steppes,
qui a ensuite laissé la place au mammouth laineux, notre espèce il y a environ 400 000 ans en Sibérie. La répartition et l'ère des mammouths laineux étaient, par rapport aux éléphants modernes, immenses. À la fin de l'époque du Pléistocène, les mammouths laineux pouvaient être trouvés dans presque tous les territoires modernes de l'hémisphère nord, jusqu'à l'ouest du Portugal, englobant toute l'Eurasie, et jusqu'au nord de la Chine au sud. Les mammouths ont conquis les régions les plus septentrionales de la Sibérie et ont même atteint les Amériques il y a 100 000 ans lorsqu'ils ont traversé le pont terrestre du détroit de Bering, dans ce qui est aujourd'hui l'extrême nord-est de la Russie. De la même manière que les humains qui finiraient par y arriver, les mammouths se sont répandus à travers l'Amérique du Nord une fois arrivés, traversant d'ouest en est par les régions nord du Canada jusqu'à ce qui constitue aujourd'hui le centre et l'est des États-Unis d'Amérique. Bien que ces animaux aient été spécialisés, l'habitat dans lequel ils vivaient était si répandu durant la dernière période glaciaire du Pléistocène qu'ils ont réussi à prospérer partout dans le monde, du moins jusqu'à ce que la fin de l'époque entraîne une série de changements importants. Mais nous en entendrons plus à ce sujet, nous en parlerons plus tard. Beaucoup de choses peuvent être déterminées sur la façon dont ces énormes mammifères vivaient grâce aux restes parfaitement conservés découverts dans le pergélisol de Sibérie. On pense avant tout que les groupes de mammouths étaient matriarcaux, dirigés par une femelle expérimentée ou âgée. Des preuves de cela ont été trouvées dans des fossiles de femelles regroupées ainsi que dans des peintures rupestres représentant des troupeaux d'animaux. On peut également en déduire que ces animaux étaient très sociaux et probablement intelligents, comme les éléphants d'aujourd'hui. On pense également que, comme les éléphants modernes, les mammouths laineux formaient de grands troupeaux composés de plusieurs grands groupes familiaux à des fins de défense lors des migrations saisonnières. Puisque les mammouths vivaient dans des zones plus ouvertes que les éléphants modernes, on pense que de tels comportements étaient plus courants. De façon étonnante, des traces de mammouths laissées par un troupeau ayant autrefois migré dans la région qui abrite aujourd'hui le réservoir Sainte-Marie au Canada nous montrent que de nombreux mammouths de différents âges vivaient et migraient ensemble en même temps. Ces traces révèlent même la distance de 2 mètres entre les enjambées des mammouths adultes et les empreintes rapprochées pendant des petits qui couraient à côté des adultes pour les suivre. Les restes préservés de mammouths laineux nous ont également permis de savoir exactement ce que ces animaux mangeaient. Ces mammifères géants étaient de stricts herbivores, se nourrissant d'une grande variété de carex, de graminées et d'arbustes qui peuplaient les espaces ouverts et les forêts de la steppe à mammouth à la fin du Pléistocène. Les mammouths complétaient leur alimentation avec des plantes à fleurs qui poussaient dans les vastes prairies pendant les mois d'été, ainsi qu'avec des mousses, des herbes et des matériaux provenant des arbres. Cette grande diversité dans leur alimentation aurait contribué à soutenir leur croissance massive, et on estime qu'un adulte moyen pouvait avoir besoin de jusqu'à 108 kg de nourriture par jour pour se maintenir, passant jusqu'à 20 heures à chercher sa nourriture au cours de cette période. La trompe servait à arracher les herbes du sol, qui étaient ensuite portées à la bouche. Une fois dans la bouche, la nourriture était mâchée avec des dents hautes, qui étaient bien adaptées à leur régime composé de végétaux coriaces. Un émaillage plus important des dents permettait aux mammouths de mâcher leur régime alimentaire spécialisé plus longtemps sans abîmer leurs molaires. On pense également, dans certains cas, que les mammouths laineux utilisaient entre leurs énormes défenses comme des pelles pour dégager la terre et la neige du sol afin d'accéder aux végétaux enfouis. On pense aussi que les mammouths laineux, comme les éléphants modernes, continuaient ensemble de grandir pendant une grande partie de leur vie, bien après avoir atteint leur maturité. On pense que les mâles continuaient de grandir jusqu'à l'âge de 40 ans contre 25 ans pour les femelles.
La dernière série de dents apparaissait chez le mammouth à l'âge de 30 ans, et lorsque ses molaires étaient intusés, le mammouth n'était plus capable de mâcher sa nourriture. Cela aurait conduit l'animal à finalement succomber à la faim. Des études sur la vie et la longévité des mammouths indiquent même qu'ils pouvaient vivre jusqu'à environ 60 ans et que la majorité des mammouths mouraient d'eux en hiver ou au printemps, lorsque l'hémisphère nord était le plus froid. Les petits mammouths naissaient généralement au printemps et en été, la saison des amours s'étendant de la fin de l'été à l'automne. On pense que les mères avaient une période de gestation d'environ 21 à 22 mois au total, similaire à celle des éléphants modernes. Chaque année, on pense que les mammouths mâles entraient dans une période appelée musth, de la même manière que les éléphants modernes. Celle-ci se caractérisait par un comportement extrêmement agressif et la production d'une odeur appelée temprin, créée par des glandes situées entre les yeux et les oreilles. Des niveaux élevés de testostérone auraient fait d'un mammouth en moustache l'un des animaux les plus dangereux de la planète. Incroyablement, les scientifiques ont même pu discerner la présence de diverses maladies osseuses à partir des restes de mammouths. 2% de tous les mammouths découverts souffraient eux d'arthrose, certains ayant même fini avec des vertèbres soudées à cause de cela. L'inflammation des vertèbres semble être des courantes, tout comme les infections osseuses, telles que l'ostéomyélite. Des fractures santé sont présentes dans les os de certains individus et des mouches parasites ont été retrouvées dans le contenu intestinal de certains mammouths laineux particulièrement bien conservés. En plus de cela, le déplacement des dents, des déformations et même des cancers sont connus pour avoir touché une proportion étonnamment élevée de mammouths. On pense que bon nombre de ces problèmes sont devenus plus fréquents lorsque le nombre de mammouths a diminué vers la fin du Pléistocène et que la consanguinité est devenue plus courante. Au cours du Paléolithique supérieur, il y a entre 30 000 et 40 000 ans, les mammouths laineux vivant en Europe et en Asie auraient commencé à observer d'étranges nouvelles créatures pénétrant sur leur terre. Des singes marchant debout, portant des outils en pierre et en bois, établissant des communautés temporaires sur la steppe à mammouths vêtus de fourrures d'animaux sauvages. Au moment où les humains modernes sont entrés dans le domaine du mammouth laineux, cependant les Néandertaliens étaient déjà arrivés, issus de populations d'humains anciens vivant en Europe. Les Néandertaliens chassaient déjà les mammouths lorsque les humains modernes les ont rencontrés et utilisaient les défenses et les os de mammouth pour fabriquer des outils et des structures simples. Les humains, à leur tour, ont dû être choqués lors de leur première rencontre avec les mammouths dans la steppe, et dans certaines communautés et régions, les mammouths allaient devenir un élément de base du mode de vie des premiers Homo sapiens et Homo neanderthalensis. Le mammouth laineux est, en fait, le troisième animal de l'âge de glace le plus souvent représenté dans l'art rupestre de la période paléolithique. Plus de 500 représentations distinctes de mammouths dans l'art sont connues sein de l'âge de glace et ces représentations prennent des formes variées. Les mammouths étaient recréés sur les parois rocheuses et à l'intérieur des grottes, à l'aide de peintures primitives composées de différents types d'ocre. Leur image était gravée sur des surfaces rocheuses et, dans certains cas, de l'art représentant des mammouths
utilisés dans ces structures provenaient d'animaux morts depuis longtemps avant clé pour les premiers humains qui y vivèrent à l'époque. La majorité des populations de mammouths laineux ont commencé à disparaître vers la fin du Pléistocène et le début de l'Holocène. À cette époque, une grande partie de la mégafaune du monde entier, des mammouths aux paresseux géants, commençait à subir les pressions de la chasse et du changement climatique et avait commencé à décliner. Il est difficile pour les scientifiques
de déterminer si c'est la chasse excessive par les premiers humains ou les changements climatiques à la fin de la dernière ère glaciaire qui ont conduit les mammouths laineux à leur extinction. Certains scientifiques ont trouvé un compromis en déterminant qu'il s'agissait d'une combinaison des deux causes. On pense que les mammouths ont été victimes de leur grande taille. Les animaux plus grands, lorsque les temps sont difficiles, ne peuvent pas se reproduire aussi rapidement que les plus petits en raison de leur faible taille de population et de leur longue période de gestation. Les individus morts ne peuvent pas être remplacés aussi rapidement par de nouvelles générations et les populations commencent généralement à diminuer. Avec moins d'individus présents, la population souffre encore davantage et finalement les animaux finissent par disparaître complètement. Comme les mammouths étaient un truc si bien adaptés et spécialisés à une vie sur la steppe à mammouth, une vie dans des climats froids et avec une végétation spécifique, ils auraient eu énormément de mal à s'adapter lorsque le monde s'est réchauffé à la fin de la dernière période glaciaire. À mesure que les plaines d'Eurasie étaient remplacées par des forêts ouvertes, les prairies commençaient à disparaître et les mammouths ne pouvaient plus compter sur leurs sources de nourriture et leurs habitats. Ajoutez à cela la chasse excessive pratiquée par les premiers humains qui ne pouvaient pas surveiller efficacement les populations de mammouths et vous obtenez une recette pour un désastre. Il est cependant important de se rappeler que l'extinction du mammouth laineux n'est pas un événement qui s'est produit rapidement. Ce fut un déclin lent et éprouvant, ponctué par moments d'espoir où il semblait que les mammouths pourraient éventuellement faire leur retour. Les populations ont augmenté lors des périodes glaciaires ultérieures, ce qui s'est produit à plusieurs reprises vers la fin de l'ère glaciaire. Mais au final, la hausse générale des températures a signé la fin des mammouths laineux. On sait que les derniers mammouths ont existé sur des îles situées dans les régions les plus septentrionales du monde, dont deux des plus célèbres sont les mammouths de l'île Saint-Paul en Alaska et de l'île Wrangel dans l'océan Arctique. Ces derniers étaient dans les derniers mammouths laineux survivants, et ils ont réussi à subsister jusqu'à il y a seulement 4000 ans, soit environ 500 ans après la construction des pyramides de Gizeh. Privés de leurs vastes espaces ouverts et de leur diversité génétique, ces derniers mammouths étaient de petite taille et souvent plus maladifs que leurs anciens homologues du continent, et ils se sont vite rendus compte que ce n'était pas une façon viable de maintenir une espèce en vie. Cette population s'est probablement éteinte de causes naturelles avant que les chasseurs ne puissent atteindre l'île Wrangel pour achever le travail. Mais l'intervention humaine au cours de leurs dernières années ne peut pas être exclue. Le mammouth laineux est resté dans le cœur et l'esprit des êtres humains longtemps après sa disparition. Les peuples autochtones originaires de Sibérie, les terres mêmes où les mammouths ont autrefois marché, sont connus pour avoir collecté des ossements de mammouths sans toutefois savoir ce qu'ils étaient, qui ont ensuite été vendus dans le commerce de l'ivoire. On sait que les Amérindiens utilisaient des ossements de mammouths dans leur art, et l'on pense que certains de ces peuples ont même transmis des récits oraux de mammouths, dont l'existence a perduré dans les contes populaires et les souvenirs transmis de génération en génération jusqu'à des temps relativement récents. Sans surprise, les mammouths laineux ont également trouvé leur place dans la cryptozoologie. Des personnes modernes ont affirmé ces dernières années avoir aperçu ces mammifères éteints à travers les forêts et la toundra de Sibérie, insistant sur le fait que ces animaux vivent encore. Cependant, il est extrêmement improbable que cela soit la vérité, et ces animaux étaient probablement des observations exagérées d'ours et d'élan. Les mammouths sont, de nos jours, l'un des animaux éteints les plus célèbres et ils ont été largement représentés dans de nombreux médias. Les squelettes de mammouths ornent les murs des meilleures collections de musées du monde, avec une multitude d'informations fascinantes disponibles sur chaque mammouth individuel. Les mammouths ont trouvé leur place dans la culture populaire, en tant que sujet de livres, de films et même de jeux vidéo.
Presque aucun autre animal préhistorique n'est aussi synonyme de l'évolution humaine que le mammouth laineux. C'est l'animal éteint par excellence, mais pour combien de temps encore ? Le fait que tant de mammouths laineux aient été extraits du pergélisol sibérien avec leur tissu mou et donc leur acide désoxyribonucléique intact a conduit à la croyance populaire que les mammouths pourraient un jour être ramenés à la vie, ressuscités pour arpenter à nouveau la toundra. Cela impliquerait le clonage d'une éléphante en remplaçant le noyau de la cellule œuf par un noyau provenant des tissus mous d'un mammouth laineux. Bien que le descendant serait techniquement un éléphant, il posséderait les gènes d'un mammouth laineux, et il grandirait probablement en héritant des mêmes caractéristiques que ses ancêtres disparus depuis longtemps. Cela soulève cependant un certain nombre de questions, et pas seulement celle de savoir si le processus est possible ou non en premier lieu. D'un point de vue éthique, faut-il ramener le mammouth si nous le pouvons ? Il est important de se rappeler que ce n'est pas seulement la chasse excessive qui a conduit à la disparition du mammouth. La perte naturelle de son habitat due au changement climatique a contribué à amener cet animal au bord de l'extinction. Aujourd'hui, il reste très peu d'habitats capables de soutenir une population de mammouths laineux, bien que des projets en Sibérie soient en cours pour tenter de changer cela. Connaître les besoins pour garder un mammouth heureux et en bonne santé pourrait représenter un défi pour nous, en tant qu'espèce qui n'a pas coexisté avec eux depuis des milliers d'années. Et tout cela avant même d'aborder la question de l'éthique, à savoir si c'est une bonne idée ou non de cloner un animal en premier lieu. Alors que nos ancêtres comptaient sur le mammouth laineux pour leur survie et leurs ressources, il s'agit d'une espèce que nous, humains modernes, ne connaissons pas vraiment. Il est impossible de douter de l'apparence impressionnante et de la prestance de ces animaux, et ce serait sûrement un véritable émerveillement d'en voir un en chair et en os. Mais peut-être qu'en attendant d'avoir un moyen de s'occuper d'eux de façon éthique, les mammouths laineux devraient-elles rester le symbole emblématique du passé qu'ils ont toujours été.